Bon, alors, dans un premier temps, bonsoir tout le monde. Je suis content de vous retrouver. Donc ce webinaire en partenariat avec XTB va être un webinaire sensationnel dans lequel nous allons aborder le thème que vous connaissez, c'est-à-dire comment utiliser l'analyse technique pour faire son trading, là en l'occurrence sur deux indices mondiaux majeurs. Bon, je vous vois arriver tous au fur et à mesure. Il y a quelqu'un qui a dit j'ai hâte de voir les analyses de marque. J'espère ne pas vous décevoir. En amont, je vais vous dire deux, trois choses. Déjà, je remercie mon partenaire XTB. Nous avons décidé, avec des experts, de vous faire une offre spéciale que je vous rappellerai en fin de webinaire, à savoir pour toute personne qui n'aurait pas encore un compte chez XTB, ça c'est pas bien, et qui souhaiterait ouvrir un compte chez XTB, vous pouvez bénéficier d'une formation VIP avec moi sur un thème assez pointu de l'analyse technique. Il s'agira des vagues d'Elliott. Et ça, faites-moi confiance, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que c'est la base de mon analyse technique. Avant de partager mon écran avec vous et de rentrer un peu dans le vif du sujet, j'ai deux, trois choses à vous dire. Dans un premier temps, moi, ça fait quand même, je vais me présenter un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas. Ça fait 25 ans maintenant que je travaille sur les marchés financiers et ça fait 24 ans que je fais de l'analyse technique. Donc, le plus modestement possible, je pense que c'est un domaine dans lequel je suis à l'aise. Je n'allais pas dire que j'ai plus grand-chose à apprendre, parce qu'on a toujours des choses à apprendre, mais voilà, c'est un domaine que je maîtrise aujourd'hui. Qu'est-ce que l'analyse technique, en fait Ça serait bien de faire un petit point là-dessus. Alors, si vous êtes là, c'est que vous êtes censé y croire d'une manière ou d'une autre. Maintenant, je comprends qu'il y en ait certains qui soient plus dubitatifs à l'égard de cette discipline. Donc l'analyse technique, c'est quoi C'est l'étude d'un cours de bourse quelconque, sous tout type de classe d'actifs, mais cette étude va être faite sur des notions graphiques, et donc à l'aide de graphiques et d'indicateurs. Ça peut paraître pour des gens cartésiens un petit peu étonnant de se dire qu'en regardant un graphique, on va pouvoir anticiper des mouvements. J'essaierai de vous expliquer aussi la raison du pourquoi l'analyse technique fonctionne, puisque si je la pratique depuis 25 ans et que maintenant ça fait 13 ans que j'ai monté ma boîte et que je me base essentiellement sur l'analyse graphique pour faire mes trades, ça veut bien dire que ça fonctionne. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure. Je ne suis pas sûr d'y répondre, d'abord de pouvoir répondre à tout le monde et de répondre en temps et en heure, mais je répondrai aux questions qui me semblent les plus intéressantes et parfois peut-être à la fin. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant de partager mon écran concernant ce sujet de l'analyse technique, voilà ma vision en fait à moi. J'ai su et j'ai pu comprendre pourquoi des graphiques pouvaient être amenés à produire des patterns, ce qu'on appelle des patterns, et donner des indications, comme on en verra certains. Certains de ces patterns, de ces formations, sont extrêmement efficaces. J'aurais pas le temps ce soir en une heure de vous faire un détail sur absolument tout ce que je peux connaître sur l'analyse technique, évidemment, il faut me faire confiance là-dessus. Autre chose, on dit souvent, est-ce que c'est le problème de la poule et de l'œuf, hein? Est-ce que l'analyse technique fonctionne parce que les gens la regardent, et du coup il y a un phénomène d'autoréalisation, ou est-ce que parce que les gens la regardent, ça fonctionne, etc. Moi, je vais vous dire, la question pour moi la réponse est la suivante. Finalement, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que ça marche. Et ça marche. Enfin, encore deux, trois choses. Lorsque vous appréhendez les marchés, puisque si vous êtes là, c'est un peu pour ces raisons-là, quelles que soient les classes d'actifs que vous allez regarder, qu'est-ce que vous allez faire en fait? Vous allez essayer de trouver des sources d'informations qui vont vous permettre de prendre des positions, d'initier des positions et d'essayer évidemment de gagner de l'argent. Il faut savoir une chose, quelle que soit la façon dont vous allez essayer de mettre en place une stratégie, vous allez faire ce qu'on appelle de la proba, de la probabilité. Pourquoi? Parce que de toute façon, on n'est jamais sûr à 100% de ce que va faire le marché. Ça serait trop facile, et puis si jamais on pouvait l'être, il n'y aurait plus de bourse.
Alors, je vois qu'il y en a qui n'ont pas de son, mais comme il y en a qui me disent j'ai une bonne image, un bon son, ça veut dire que ça vient pas de chez moi. Donc, je continue. Le but, c'est donc de mettre le maximum de proba de votre côté. D'accord? Vous n'aurez jamais 100% de chance d'avoir raison, mais à travers diverses informations, certains vont regarder du fonda, d'autres vont regarder du technique, d'autres du quantitatif, etc. L'objectif, c'est de mettre le maximum de fonda en votre faveur. D'accord? Moi, c'est ce que je fais quotidiennement sur les marchés. Je regarde mes graphes et je me dis là, quand même, j'ai sorti d'un triangle, j'ai 7, 8 chances sur 10 que ça fonctionne, parfois un peu plus, sorti d'un drapeau pareil, comme on va le voir tout à l'heure, etc. Maintenant, dernière petite chose, par toute transparence avec vous, j'allais dire, je fais mon mea culpa. J'ai su un peu sur le tard que je devais utiliser la plateforme Xstation, que je connais pas encore très bien, mais qui est vraisemblablement extrêmement facile d'appréhension. Donc, je vais pas mal improviser avec vous, mais ce qui est pas mal aussi, c'est que du coup, on va partir sur des graphiques vraiment vierges et on va voir ensemble justement comment analyser ces graphiques. Voilà, donc ça c'était pour l'introduction. Dernière chose, un autre avantage sur l'analyse technique, c'est qu'elle permet d'analyser toute classe d'actifs confondus. Parce que vous allez regarder des graphiques. Vous pouvez très bien avoir un graphique sur une matière première, un graphique sur un indice, comme on va le voir tout à l'heure, un graphique sur une action, un graphique sur un taux, même un graphique sur la crypto-monnaie maintenant, un graphique sur les devises également, bien sûr. Donc l'avantage de l'analyse technique, c'est qu'elle va se concentrer uniquement sur un graphique. Je dis souvent, lorsque je fais des formations ou des conférences ou des présentations comme celle-là, regardez un graphique sans vous soucier en fait du graphique que vous regardez. Autrement dit, il faudrait idéalement cacher le nom du sous-jacent que vous regardez pour essayer d'avoir la meilleure vision possible. Voilà, je pense que cette introduction est terminée. S'il y a des choses qui n'ont pas été claires, vous me le dites. Et on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Je vais partager mon écran avec vous. Alors, vous allez me voir, je ne sais pas si vous allez toujours voir Voilà, je partage mon écran, je sais pas, oui, si vous allez me voir en icône. Je suis désolé, vous allez me voir tourner la tête parce que moi, mon écran, comme j'ai un double écran, je vais regarder un peu vers la droite pour pouvoir voir mon graphique, d'accord? Donc là, on est sur le graphique du Nasdaq qui est pris en base journalière. Et là, on remonte jusqu'en 2020. Bon. On va regarder un petit peu après comment on va pouvoir appréhender les graphiques, etc., s'en servir. Vous savez tous, j'imagine, en tout cas, et je l'espère, mais je vais vous le rappeler, de quoi il s'agit quand on parle des unités de temps. Alors là, ça veut dire qu'on est en chandelier. Chaque chandelier va représenter une journée, puisqu'on est sur un graphique daily. Et là, par exemple, si je passe sur un graphique d'un peu plus long terme avec vous, vous voyez ici comment utiliser la plateforme. Voilà, là, je passe sur un graphique weekly. Et sur un graphique weekly, hop, ben, là, chaque barre va représenter une semaine. Donc, j'ai une vision de plus long terme. Comment on va aborder l'analyse technique, en tout cas mon analyse technique? Pourquoi je dis mon analyse technique? Parce que je la pratique depuis 25 ans avec la même méthodologie et parce que ce que je voudrais vous dire aussi pour ceux qui pourraient s'intéresser à cette discipline, faites très attention parce qu'il y a énormément de choses différentes dans l'analyse technique. J'ai connu des gens qui voulaient s'accaparer un petit peu tout et du coup, bah, ils perdaient un peu en efficacité parce que ils avaient des points régulièrement, tous les 2-3 ticks parfois, et finalement, ça voulait plus dire grand-chose. Donc, ce qu'il faut faire, ce que moi je fais, c'est vous accaparer votre type d'analyse. Certains vont aimer, je sais pas, regarder les chandeliers, la théorie des chandeliers. D'autres, comme moi, vont faire du chartisme avec de l'Elliott et du Fibo. Donc, on verra ce que c'est Fibonacci. D'autres vont peut-être faire de l'Ishimoku, vont regarder certains indicateurs, etc. Moi, j'ai une approche assez épurée. Je regarde de temps en temps des moyennes mobiles, le RSI et surtout mes graphiques eux-mêmes avec du chartisme et ce que Elliott m'a appris. Donc, allons-y. Donc, ici, on est sur le Nasdaq que je vous ai pris volontairement sur une donnée de long terme. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on voit sur une donnée de long terme? Bon, c'est pas très compliqué. On voit que voilà, le Nasdaq est inscrit dans une tendance haussière comme la plupart des indices, mais surtout comme la plupart des indices américains notamment, enfin comme les 3 indices américains majeurs, à savoir le Nasdaq, le S&P et le Dow Jones.
Ce n'est pas parce que le Nasdaq est inscrit dans une tendance haussière majeure que il va pas avoir des phases de consolidation, comme on en voit ici, d'accord, à l'intérieur de laquelle le marché va respirer globalement. Hein, là, on est sur une grande vue d'ensemble. Mais en dehors de cette phase-là, vous voyez bien que le trend est très bullish, avec une puissance quand même assez forte. Alors, ici, qu'est-ce qu'on avait? On avait la fameuse crise de 2000-2003, enfin 2002 aux États-Unis. C'était ce qu'on appelait la bulle Internet, la bulle des dot-com. Et puis après, il s'en est suivi pas mal de choses. On était entré en récession. Il y a eu l'attentat du 11 septembre en 2001. Voilà, pour trouver un point bas sur les indices américains en 2002, sur les indices européens en 2003, avant de faire une première tentative de redémarrage. Par la suite, on a eu la fameuse crise du subprime, d'accord, qui a lieu, que vous voyez ici, crise du subprime durant laquelle le Nasdaq s'est quand même un petit peu mieux contenu que d'autres indices, comme on pourra le voir tout à l'heure, par exemple sur le DAX, d'accord. Dernière petite chose très intéressante. Alors, on voit quoi? On voit que ici, pardon, voilà, on voit que la baisse sur, enfin, cette baisse-là sur le Nasdaq correspond quand même à la baisse la plus violente, parce que le Nasdaq étant un indice technologique, vous pouvez bien comprendre que l'éclatement de la bulle Internet a particulièrement affecté le Nasdaq. En revanche, et ça c'est très intéressant, c'est que si on regarde l'impact, ce que j'appelle moi l'impact Covid sur un indice comme le Nasdaq, bah vous allez voir, l'impact Covid, il est là. Alors vous vous doutez bien, on verra par exemple tout à l'heure sur le DAX, que cet impact Covid sur le Nasdaq, il était vraiment minime. Et ça se comprend également de la façon suivante, parce que pendant justement ce Covid où il y a eu des confinements, où on a commencé à avoir peur de ce qui pouvait se passer, beaucoup de gens se sont réfugiés derrière justement ce qui allait être technologique, puisque on était pendant cette période-là quand même tous derrière nos écrans, bloqués un peu chez nous, etc. Bon. Autre chose, sachez que le Nasdaq, de façon quasiment empirique, en valeur absolue, c'est l'indice qui va monter ou baisser le plus selon les années. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans des années positives, vous allez avoir des performances du Nasdaq qui vont être les meilleures, comme on l'a d'ailleurs cette année. Hein. Le Nasdaq doit être autour des 47%, donc il va certainement finir entre, peut-être pas loin des 50% de gains à la fin de cette année, il reste 2 semaines. Tandis que les autres indices sont largement en dessous. Et en 2022, alors qu'on a eu une année plutôt baissière, le Nasdaq, lui, a perdu plus de 30%, alors que les autres indices étaient un petit peu plus défensifs que cet indice qui est quand même de la tech pure. Voilà. Alors, maintenant, avant de faire un parallèle très intéressant, et je me permettrai de le faire avec validation XTB, je vous ferai un petit parallèle intéressant avec l'or pour comprendre aussi comment l'appréhension de l'évolution de l'or par rapport aux indices peut vous donner aussi des indications parfois intéressantes. Et je vous dirai pourquoi. Voilà, donc ce Nasdaq, on voit simplement que c'est un indice solide qui est inscrit dans une tendance de fond haussière majeure. Et ça nous donne quoi comme indication? Ah oui, alors moi, sachez aussi que là, je ne vais pas vous apprendre, je suis désolé pour ceux qui aiment ça, mais je ne vais pas vous apprendre comment faire de l'intraday, parce que moi, je ne suis pas un intradayiste, je fais du swing en général, et j'ai une très bonne vision sur le plus long terme. Maintenant, tout ce qu'on peut voir sur du daily ou du weekly, on peut le voir de la même façon, avec les mêmes configurations, sur des graphes intraday, donc voilà, ça ne doit pas vous poser d'énormes problèmes. Donc, tout ça pour vous dire que sur cet indice quand même assez solide, la plupart des phases de consolidation vont représenter des points d'entrée intéressants. Okay, on le voit là. Évidemment, ici, c'était quand même un cas à part, puisqu'on avait quand même une baisse très violente. Mais par la suite, quand on est dans des trends marqués, comme on en avait un là avant 2000, et comme on en a eu un là depuis 2009-2011 sur les indices, on voit bien que chaque phase corrective donne lieu par la suite à une nouvelle accélération haussière. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir et retenir également. On va regarder maintenant ce Nasdaq un peu à plus court terme. Donc, je vais repasser en daily, d'accord? Et alors, attendez, peut-être qu'en weekly, je voulais peut-être vous montrer autre chose. Il faut que je vérifie que je suis bien
Voilà, ici, vous voyez, vous avez beaucoup d'options. Oui, alors moi, je me suis bien mis en échelle logarithmique parce que, pour moi, c'est l'échelle qui me semble la plus intéressante et c'est l'échelle qui est la plus utilisée par les analystes graphiques. D'accord? Donc, tout ça pour vous dire qu'on voit un trend aussi important. Et je pense que si je peux, alors, je ne vais pas m'abuser parce que je me souviens, oups, pardon, de l'avoir fait un petit peu de mon côté. Mais si, hop, je prends une forme de canal, alors je ne sais pas si ça va fonctionner de la même façon que sur mon écran à moi. Voilà, donc là, vous avez moyen de tracer un canal. Bon, je vais le faire plutôt passer. Voilà. Ici. Là, il aurait fallu que je puisse l'étendre un peu, mais je ne sais pas exactement comment faire. Bon, on va. En gros, effectivement, vous avez l'effet Covid ici qui a enfoncé un peu le canal, mais si j'arrivais à allonger, voilà, mon canal par ici, d'accord. Bon, alors, là, ici, c'est en fait, sur mon échelle, on ne le voit pas très bien, mais globalement, on avait quand même. Ah ben voilà, je ne sais plus comment écarter le canal. Bon, on a les indices américains qui sont inscrits globalement dans un canal haussier de long terme. Bon, vous pouvez me faire confiance, je vais supprimer ce canal-là et on va revenir sur le plus court terme. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, en daily, voilà. Alors là, on est en daily, donc on remonte jusqu'en 2018, d'accord. Et on voit effectivement que on a eu quand même une impulsion haussière importante. Ici, on a l'effet Covid, dont je vous parlais. Donc on a vu que sur le graphique weekly, c'était quand même moins important. Alors, attendez que je dise pas de bêtises. Oui, ça c'est bien l'effet Covid. Alors, il faut savoir que sur le Covid, mais vous le savez, alors qu'on en a entendu parler pendant 1 an et demi, quasiment 2 ans, sur la bourse, l'impact Covid a duré 1 mois, d'accord. C'était entre fin février et fin mars 2020, comme on le voit ici. À partir de mars 2020, les indices, les actions se sont toutes reprises avec effectivement une impulsion assez surprenante, alors qu'on pouvait croire à ce moment-là qu'on allait vraiment repartir à la baisse. On voit ici l'année 2022 qui a été une année très corrective, une année assez difficile aussi. Pourquoi? Parce que quand on a comme ça des vagues impulsives qui viennent alterner avec des rebonds assez violents, je peux vous dire que voilà, si on était là en temps réel et qu'on regarde le graphique ici, on aurait pu se dire peut-être que le Nasdaq va repartir puisque on a retracé pas mal de la baisse en Fibo et puis je vous montrerai tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Et après, on se reprend une vague de baisse et à nouveau, on a un rebond ici qui devient quand même assez conséquent, d'accord, qui pourrait cette fois à nouveau nous faire croire à une reprise haussière et à nouveau, on se reprend une nouvelle vague de baisse, d'accord. Donc c'est très difficile dans ce genre de cas d'ajuster son trading de la meilleure façon. Et comme moi, j'ai la particularité d'être quelqu'un de très transparent, très honnête, je suis pas quelqu'un qui va vous vendre du rêve en vous disant oui, non, c'était facile, j'ai vendu, après j'ai racheté, j'ai revendu, etc. D'accord? C'était une année difficile. On s'en est sorti sans trop de dégâts, mais ça n'a pas été la meilleure année. Maintenant, ce que je voudrais qu'on regarde, c'est comment l'analyse technique peut nous donner des indications, quels sont les facteurs dont on va pouvoir tenir compte, etc. Comment est-ce qu'on va pouvoir... alors, je vais juste rajouter un indicateur, c'est l'indicateur que je suis moi. Oui, comment est-ce qu'on va pouvoir parfois utiliser du graphique pour anticiper des mouvements de marché, etc. Alors, il y a dans le chartisme, il y a quelque chose de très basique. Très basique, ça veut dire quoi? Ah oui, autre chose aussi. Sachez qu'en analyse technique, ce n'est pas, et ça c'est plutôt pas mal, ce n'est pas ce qui est le plus basique qui est le moins efficace. À la limite, tant mieux. Si moi je peux vous apprendre des choses basiques, efficaces, c'est bien. Il y a des choses qui sont beaucoup moins basiques, beaucoup plus complexes, qui restent évidemment efficaces. Alors, ici, on n'avait pas un vrai canal, mais on avait quand même une oblique qui était quand même assez intéressante, donc une oblique de résistance, voilà, comme on peut la voir ici, qui était assez intéressante. C'est-à-dire que cette oblique, c'est l'oblique qui a empêché régulièrement, vous voyez, le Nasdaq à partir de là, bon, ça, on est parti du sommet, à chaque fois qu'il y a un rebond, on est venu un peu taper sur cette oblique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, de façon assez triviale, on pouvait effectivement, ici, envisager un signal de reprise haussière potentiel.
d'accord? Je dis bien potentiel parce que, attention, il ne faut pas tout de suite s'emballer sur juste un signal comme ça. Donc ça, c'est du basique. Il faut savoir aussi autre chose. Concernant, parce que ce que j'appelle basique, les choses faciles, en général, quand on apprend de l'analyse technique, les premières choses qu'on apprend, c'est les supports, les résistances, voire les canaux. Donc des droites de support qui vont supporter le marché, des droites de résistance qui vont bloquer le marché. Ça peut être des niveaux très intéressants à regarder, comme ici par exemple. Et autre chose, plus vous allez avoir un support qui va être testé ou une résistance qui va être testée, plus vous allez vous dire deux choses. Plus elle va être solide, d'accord? Donc ça veut dire que plus vous allez devoir y faire attention. Et il y a aussi également quelque chose en analyse technique qui est très important, c'est que lorsque vous allez dépasser une oblique de résistance forte ou enfoncer un niveau de support fort, vous allez très souvent bénéficier d'un potentiel derrière qui va être important. Autrement dit, c'est rare de casser une résistance importante et de ne pas avoir une franche accélération derrière. C'est ce qu'on appelle les bull traps. Et à l'inverse, lorsqu'un support fort est enfoncé, si on n'a pas une véritable accélération vers le bas, c'est ce qu'on appelle le bear trap. Bon. Mais comme vous le voyez ici, le dépassement de l'oblique a effectivement redonné au Nasdaq une impulsion haussière qui s'est bien déroulée jusqu'ici. Maintenant, je vais vous montrer autre chose d'intéressant sur du plus court terme. Donc, on va un petit peu grossir le graphique ici. Voilà. Et on va regarder... Voilà, on va regarder ce qui s'est passé ici. Oups. Alors, je ne sais pas pourquoi ça s'est fait comme ça. Bon, je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je vais réajuster mon graphique, juste pour que vous puissiez voir. En fait, c'est très malléable, cette X-station. Ça fait qu'effectivement, ça peut partir un peu vite. Voilà. Donc, je reviens sur là où j'étais ici. Et qu'est-ce qui m'intéresse? Donc, on avait vu un premier signal intéressant à la sortie au dépassement de la droite de résistance. Par la suite, il y a du chartisme et de l'Elliott, très simple. Alors, l'Elliott, là, vous n'allez pas pouvoir vous l'appréhender comme ça en une heure, surtout qu'on a déjà bien avancé. Mais pour moi, Elliottiste, je sais que j'ai des vagues de hausse ici qui alternent avec des phases de consolidation. Très bien. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai ce qu'on appelle un flag en version originale, qui est l'équivalent d'un drapeau en version française, que je vais vous montrer de façon... Là, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je me suis trompé dans le traçage. On va recommencer. Donc, je vais vous tracer ce flag ici. Bon, alors je ne comprends pas pourquoi est-ce que... En fait, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ma droite n'a pas la bonne distance. Je suis désolé, je vous ai dit, je débute un tout petit peu sur... mais normalement, si je trace une droite assez longue là... Ah, ok, d'accord. Bon, voilà. Donc là, vous avez ce qu'on appelle un drapeau, d'accord? Un drapeau, c'est quoi? C'est, comme son nom l'indique, en fait, c'est une figure qui prend la forme de drapeau. Ce qu'il y a d'assez agréable aussi dans l'analyse technique, c'est que la plupart des noms des figures, d'accord, correspondent à des images qui sont assez faciles à appréhender. Donc là, vous avez ce qu'on appelle le mât du drapeau, d'accord, et vous avez l'entrée dans le drapeau. Donc le drapeau, c'est deux droites parallèles à l'intérieur de lesquelles vous allez marquer une consolidation et qui est censée être ce qu'on appelle, nous, une figure de continuation. Une figure de continuation, c'est quoi? C'est une figure qui ne va pas, en fait, inverser la tendance de votre marché à la sortie du... voilà, c'est-à-dire que là, vous avez... Pardon. Voilà, vous avez une jambe de hausse avant ici. Voilà, vous avez une jambe de hausse ici, et à la sortie du drapeau, vous avez une nouvelle accélération haussière. Alors, théoriquement, normalement, lorsque vous sortez d'un drapeau, vous êtes censé pouvoir reporter le mât du drapeau au bas du drapeau. Autrement dit, je vais vous le faire ici, en utilisant l'extension de Fibonacci, c'est-à-dire que je vais prendre la hauteur de mon mât ici, d'accord? Je vais la reporter ici, et je vois que j'ai atteint 61,8% dans un premier temps du mât, mais les 100% qui sont censés être le niveau clé de sortie de drapeau ont été atteints ici, comme vous le voyez. Donc, l'objectif théorique,
le premier objectif théorique de calcul de sortie de drapeau a été atteint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand je dis premier objectif, ça veut dire que c'est l'objectif minimal. Comme vous le voyez, ça ne veut pas dire que le Nasdaq va s'arrêter forcément sur ce niveau, mais ça veut dire qu'il est censé atteindre à minima ce niveau, ce qui a été le cas ici. D'accord? Alors, je vous explique juste les extensions de Fibonacci. Les extensions de Fibonacci, c'était un mathématicien italien du XIIIe siècle, d'accord, qui a inventé la suite du même nom, la suite de Fibonacci, qui a permis par la suite d'appréhender le fameux nombre d'or. Il a établi des ratios qu'on a utilisés en analyse technique et qu'Elliott a énormément utilisé. Ces ratios, vous pouvez les utiliser de deux manières, soit sur un retracement, soit sur une extension. Là, on est sur une extension. Une extension, c'est quoi? C'est vous prenez un mouvement de hausse, vous attendez la fin d'une correction, à la fin de cette correction, vous reportez le mouvement de hausse précédent et vous êtes censé arriver à 61,8, 100, 161,8, etc. en parcourant les ratios de Fibonacci. D'accord? Vous pouvez également utiliser les ratios de Fibonacci sur du retracement, c'est-à-dire que là, vous allez dire, bon, ben voilà, cette chambre de hausse, voilà, j'ai retracé ici environ 50% de la jambe de hausse à l'intérieur de ce drapeau. Ça vous donne deux indications graphiques différentes qui vous permettent d'envisager un potentiel de reprise haussière. Dans l'analyse technique, il y a également autre chose auquel il faut faire attention, c'est que lorsque vous allez l'appréhender, vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez apprendre des figures, des patterns, vous allez apprendre les ratios, vous pourriez éventuellement apprendre les vagues d'Elliott pour ceux qui bénéficieront notamment de la formation VIP en ouvrant un compte chez XTB. Vous allez apprendre, je sais pas, des moyennes mobiles, des indicateurs, etc. Il y a aussi autre chose auquel il faut faire attention, c'est ce que j'appelle la conjonction de points. C'est-à-dire que plus vous allez avoir de facteurs différents qui vont indiquer un même point, plus ce point va être intéressant. D'accord? Autrement dit, par exemple, je ne sais pas, si vous voyez un niveau qui correspond à un bas de canal, mais également à un gap, mais en plus, ça correspond à un ratio de Fibo. Et puis, allez, triple jackpot, ça peut correspondre également à une projection. Bah, là, vous allez vous dire, ce niveau va être très fort. Donc, je vais pouvoir lui faire confiance avec plus de conviction. Donc, peut-être que si je décide d'investir sur ce niveau, je vais peut-être prendre une ligne un peu plus grosse que si j'investis juste sur un retournement, je ne sais pas, sur un Fibo, etc. Là, on avait quand même deux éléments intéressants. On avait le drapeau et à partir du moment où on sort du drapeau, on a également le retracement de 50% de la baisse précédente, ce qui nous donne ici une indication d'achat assez intéressante. Vous voyez, comme je vous l'ai dit aussi, très souvent, les sorties de figures se font de façon assez impulsive, soit avec une bougie d'accélération, soit même parfois, comme ici, avec un gap, et vous voyez une bougie verte très forte juste derrière. Ça vient valider le fait qu'on a cassé la figure avec certainement des volumes accrus à ce moment-là. Voilà. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant que vous l'avez compris, il s'est passé autre chose qui nous a permis justement récemment d'en profiter. Il s'est passé la chose suivante. Il s'est passé qu'on a eu ici un autre drapeau, en fait, de continuation. Voilà. OK. Donc, à l'intérieur duquel on a évolué, on va dire là, entre, peut-être juillet 2023 et ici jusqu'à octobre. Et on a fini par sortir à nouveau de ce drapeau, d'accord, avec à nouveau une accélération marquée assez intéressante. Ça, c'est des éléments qui techniquement sont très utiles à approcher. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on sort de ce type de figure, on peut envisager un nouveau potentiel de hausse et faire ce que j'appelle du trading intelligent, d'accord? Donc c'est quoi faire du trading intelligent? C'est essayer de gagner de l'argent le plus possible, mais faire du trading intelligent pour moi, c'est essayer d'optimiser ce qu'on appelle son risk-reward, d'accord? Vous le savez, lorsque vous investissez votre argent, de quelque manière que ce soit, vous allez avoir en abscisse et en ordonnée risque et rendement. C'est ce qu'on appelle le risk-reward. Autrement dit, plus vous allez être apte à prendre du risque, plus vous allez pouvoir obtenir du rendement. Bon. Optimiser son risk-reward, c'est quoi? C'est, dans ces exemples-là, si vous initiez une position acheteuse à la sortie d'une configuration comme celle-là, vous allez optimiser votre risk-reward. Pourquoi? Parce que votre reward va être important, d'accord? Reporter le mât du drapeau, ça vous donne un potentiel important. Votre risque, il est minimisé. Pourquoi? Parce que votre stop, vous allez l'identifier comment? Vous savez très bien que si on sort d'une figure, alors vous ne le savez peut-être pas, mais je vais vous l'apprendre. Si on sort d'une figure et qu'on la réintègre rapidement, c'est un mauvais signe. Ça voudra dire que
ici, votre stop, il va être à l'intérieur de la figure. Vous achetez à peu près par ici, vous mettez votre stop à peu près par ici, et vous avez un reward qui va être énorme. Par exemple, ici, en l'occurrence, si je prends la dernière, on va dire la dernière jambe de hausse, c'est-à-dire le mât du drapeau qui se trouve ici en Fibo. Alors j'espère que j'ai bien pris. Voilà. Encore une fois, je recommence. Voilà. Donc expansion. Donc je prends le mât du drapeau. Alors parfois ça peut paraître hallucinant. Dites attendez, ça va être énorme. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vois? Bah, je vois que je suis déjà plus très loin de mes 61,8. D'accord? Et vraisemblablement, attention, hein, parce que là, vous allez me dire, ah, moi, j'ai suivi le webinaire de Daguerre, et Daguerre, il m'a dit que le Nasdaq allait pouvoir aller au-dessus des 18,5 parce que je vais reporter le mât du drapeau à la sortie du drapeau. Bah, effectivement, c'est pas quelque chose qui me semble totalement impossible, vu la puissance des indices et vu que véritablement conjoncturellement, on n'a pas encore de véritable contre-indication. Alors évidemment, on est toujours dans la crainte lorsque on est sur des tendances haussières assez puissantes, on est toujours dans la crainte de se dire bah non, on va se tromper. Quel est le niveau auquel on va faire attention? Bon, on va quand même faire attention à ce niveau-là. Voilà, ici, bon, parce que le Nasdaq est en train de se rapprocher de son plus haut historique. Moi, très sincèrement, je ne fais pas extrêmement attention à ce genre de choses par expérience, parce que j'ai vu énormément de plus hauts historiques qui n'ont pas joué leur rôle, même si, attention, hein, de temps en temps, un plus haut historique peut, comme on va le voir tout à l'heure sur l'or par exemple, jouer un rôle de résistance important. Pour moi, c'est pas suffisant. Et très franchement, au regard de la configuration et de la sortie du drapeau ici, j'ai envie de dire, ceux d'entre vous qui sont intéressés par le Nasdaq, je pense qu'on a encore un potentiel haussier assez intéressant. Ok. Alors après, évidemment, après, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour ceux d'entre vous qui veulent quelques astuces? Bah, vous pouvez vous amuser à faire. Vous savez qu'un indice, c'est un ensemble d'actions pondérées. D'accord? Pondéré, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur du Nasdaq, vous pouvez être sûr que Amazon et Apple vont pas peser le même poids que, je sais pas, Zoom ou Verizon, par exemple. D'accord? On le sait, il y avait les ex-GAFAM, j'allais dire les ex parce que d'abord, Google est devenu Alphabet, Facebook est devenu Meta, donc le sigle n'a plus vraiment de raison d'être. Et par la suite, on a eu aussi un bouleversement puisque Nvidia est maintenant rentré dans le top 4 des capitalisations sur le Nasdaq. Il faut savoir que le top 5, on va dire, des valeurs du Nasdaq va représenter, ce qui est quand même énorme, donc on est sur 100 valeurs, le top 5 va représenter en capitalisation 50% de l'indice. D'accord? Ce qui est quand même énorme. Ça veut dire que si vous regardez au cas par cas ces valeurs-là, ça peut parfois vous donner une indication aussi. Si vous regardez Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, que vous dites, tiens, le trend a l'air assez bullish, bah, vous allez pouvoir avoir une confiance dans le Nasdaq de façon un peu plus conséquente. D'accord? Alors, ce même top 5 du Nasdaq correspond à peu près à 20% du S&P, hein, pour ceux que ça intéresse. Donc, c'est quand même un poids assez conséquent, sachant que dans le S&P, vous avez quand même 500 valeurs. Ok, très bien. Donc, maintenant, ici, sur le plus court terme, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a marqué une première accélération, d'accord, qui a permis de franchir nettement le drapeau, et que là, on a eu une toute petite correction qui n'a pas l'air d'avoir été très importante, très inquiétante. Ça voudrait dire qu'on est certainement en train de marquer une nouvelle vague de hausse, et que très vraisemblablement, le rallye de fin d'année qui a déjà commencé depuis début novembre, hein, a de fortes chances de se poursuivre sur les indices. À savoir, à noter que le mois de novembre sur 2023 a été le meilleur mois pour les indices, juste devant le mois de janvier. Alors, voilà déjà un premier tour sur le Nasdaq. Avant de vous faire, on va passer au DAX, puisque là on est déjà à plus de la moitié du temps. Je voudrais aussi vous laisser le temps de me poser des questions. Et j'espère que j'aurai le temps également de vous montrer le parallèle que je fais entre les indices et l'or, qui est quand même assez intéressant. Voilà, donc là on est sur le DAX, d'accord? Et bah, comment on va regarder le DAX? Bah, on va regarder comme on a regardé le Nasdaq. D'abord, on va toujours s'intéresser à la vision de long terme, hein. C'est toujours important d'avoir cette vision-là. Pourquoi? Parce que ça vous permet parfois de vous situer, pour nous en tout cas héliotistes, ça nous permet de nous situer un petit peu dans le temps et de savoir où on en est globalement. Alors, le DAX, c'est le seul indice qui est ce qu'on appelle en total return. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Si l'un d'entre vous le sait, le temps que je trace mes niveaux ici, bah, vous pouvez me l'écrire.
Ici, enfin, je pense qu'il y en a au moins un d'entre vous qui sait ce que c'est que le total return, mais bon, pour gagner du temps, je vais vous dire. Donc, un indice en total return, donc le DAX est le seul indice à être en total return, c'est-à-dire que dans le graphique du DAX, vous allez avoir les dividendes qui sont réinvestis. Le niveau que je viens de vous montrer là, c'est un niveau clé très très fort que j'aurais aimé avoir le temps de vous expliquer beaucoup plus en détail, mais c'est ce qu'on appelle un overlap. Moi, dans l'analyse technique que je pratique, c'est un des niveaux que je trouve les plus forts, qui est parfois assez méconnu. Voilà, dividende réinvesti, comme nous l'a dit PB, exactement. Donc PB, c'est Paul Prébois ou Philippe Béchade. Donc ici, vous avez une zone de résistance, bon, importante ou pas importante, bon, qui a en tout cas marqué la fin d'une première vague de hausse très vive. À l'issue de cette résistance qui n'a pas réussi à être franchie, on a marqué une première correction assez forte, d'accord. Et par la suite, on a à nouveau marqué une accélération. Et ici, on a réussi à s'affranchir de cette résistance. L'overlap, en fait, c'est une borne de polarité horizontale, comme on la voit ici, et c'est censé être, par exemple, quand on est dans un mouvement haussier, c'est censé être une résistance qui, par la suite, une fois qu'elle a été dépassée, devient support. D'accord? Et là, ici, on le voit très bien, et on le voit de façon d'autant plus intéressante que c'était pendant le Covid, mais on voit que le DAX est venu s'appuyer ici exactement sur cet overlap avant de repartir à la hausse. Et ça, vous pouvez me faire confiance, des overlaps, il y en a énormément en analyse technique, et c'est des niveaux qui sont extrêmement forts. Vous en avez sur certaines valeurs énormément, je sais pas, Hermès, Apple, et c'est des niveaux que vous pouvez trader avec une efficacité quand même assez forte. Alors, on va maintenant repasser en daily, et on va regarder un petit peu sur le plus court terme. Donc sur le long terme, on voit que le DAX est également quand même inscrit dans une tendance de fond haussière, d'accord. On voit que sur la crise du dot-com, là, entre 2000 et 2003, on a eu une forte baisse. On a eu une autre baisse pendant la fameuse crise du subprime. Et ici, on a la baisse due au Covid. Exactement, Mathieu. Un overlap, c'est une zone de polarité. Alors, je ne sais pas si ton point d'interrogation, c'est pour me demander si c'était ce qu'on appelait un overlap ou si c'était qu'est-ce qu'on appelle une zone de polarité. Un overlap, c'est effectivement une zone de polarité qui a la particularité d'être horizontale. D'accord. On peut avoir des bornes de polarité qui peuvent être des obliques inclinées. D'accord. Ça va être des droites qui peuvent servir alternativement de support ou de résistance, mais qui ne sont pas forcément horizontales. Regardez, j'avais oublié de resserrer, mais regardez, là, ça devient encore plus intéressant, parce que cette résistance-là avait été également une résistance ici en 2000. Donc, en 2000 puis en 2007, le DAX a effectivement échoué sur le dépassement de ses plus hauts. Et puis ici, il est venu rebondir sur ce même niveau. Maintenant, on va regarder en daily, ce qui peut nous intéresser à plus court terme, sur cet indice. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Alors, quelle est la première chose qu'on voit, qu'on a envie de voir sur le DAX, qui peut déjà nous donner une petite indication, puisque ça fait partie d'un des indices, hein, je ne vais pas dire le seul, puisqu'on est sur le même cas sur l'IBEX notamment, mais on voit très bien qu'en fait le DAX, après avoir échoué à plusieurs reprises ici, à dépasser ses plus hauts historiques, là il vient de le faire assez nettement, d'accord? Il l'a fait assez nettement. Il est également sorti de quelque chose qui est un petit peu moins propre qu'un véritable drapeau, mais quand même, voilà, ici, vous voyez qu'on avait quelque chose d'intéressant. Et la sortie de ce drapeau a offert un potentiel d'appréciation quand même assez conséquent. Alors déjà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'avec tout ça, une des conclusions qu'on peut en tirer, c'est que on a plutôt l'impression qu'on va rester haussier, en tout cas à court terme, sur les indices. Et peut-être même, j'allais dire, à plus long terme. Ça peut les présager d'une année, peut-être 2024, allez, je vais me mouiller, qui pourrait être plutôt positive. Bon. Il nous reste 20 minutes, c'est parfait. Donc, je vais terminer les 2-3 choses que je vais vous montrer sur le DAX ici. J'aimerais vraiment vous montrer le parallèle avec l'or, parce qu'il y a un parallèle très intéressant, surtout actuellement. Et par la suite, comme ça, peut-être que j'aurai le temps de répondre à quelques questions. Ici, vous voyez, comme on l'avait tout à l'heure sur le Nasdaq, on a quand même une droite de résistance qui est importante. Alors, c'est quoi les droites de résistance? Vous le savez, en mathématiques, par 2 points, passe toujours une droite. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut éviter l'écueil. Parfois, il y a des gens qui tracent juste,
je sais pas, je vous donnais un exemple comme ça ici, voilà, qui prennent 2 points, tac, et qui disent, bah voilà, bah, j'ai 2 points, donc j'ai une droite de résistance, de support. Voilà. Non. Une droite en analyse technique est validée à partir du 3e point. D'accord? 3e point de contact, ça veut dire que vous pouvez être en présence d'une oblique de résistance comme vous l'avez ici. Donc là, vous aviez effectivement un 3e point. Ici, vous n'êtes pas venu exactement tester l'oblique. Voilà, on peut la tracer comme ça. Et là, vous voyez que le dépassement de cette oblique, vous voyez des choses très simples, hein, a quand même généré à nouveau une accélération importante sur l'indice. Donc ça, ce sont des choses qui sont assez faciles à appréhender. D'accord? On peut parfois regarder, par exemple ici, quand on a l'habitude de regarder les graphes, on voit qu'ici, on avait également une droite de résistance importante et de surcroît, on avait ici, voilà, ce qu'on appelle la cassure d'un wedge de terminaison qui a induit, la cassure ici, une forte accélération baissière. D'accord? Alors, s'il y a des questions, hein, je les prendrai et j'y répondrai au fur et à mesure. Je vais maintenant vous montrer, si vous le permettez, un parallèle très intéressant entre l'or et les indices. Pourquoi je vais faire ça? Bah parce que finalement, on a dit que dans ce webinaire, on allait essayer de voir comment, à travers l'analyse technique, on pouvait avoir des notions pour trader des indices. Notamment, on avait choisi le Nasdaq et le DAX, qui sont 2 indices très représentatifs. On entend souvent parler de l'or comme une valeur refuge. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en général, on a le réflexe de se dire, quand mes indices vont monter, mon once d'or est censé baisser, et quand mes indices vont baisser, l'or est censé monter. D'accord? Alors, pour faire ce parallèle, je vais repartir sur le Nasdaq, que je vais vous remettre ici. Je vais repartir sur le Nasdaq sur le long terme, d'accord? Même voir sur le très long terme. Voilà. Voilà. Et on va regarder ce Nasdaq sur le très long terme. Et après, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. D'accord? Et en même temps, ici, j'aimerais juste redescendre un petit peu. Voilà. Voilà. Et en même temps, on va regarder l'once d'or. D'accord? En parallèle. Voilà, sur une même notion de temps. Donc, vous voyez, là, on remonte quasiment dans les années 80, d'accord? Ici, le sommet de l'once d'or, il a eu lieu dans les années 80. On va faire le parallèle avec le Nasdaq et on va essayer de comprendre pourquoi on fait ce parallèle ensemble maintenant. Si vous voyez ici, donc je pars à peu près sur les mêmes, sur la même période. Donc ici, on était avant les années 80 sur le Nasdaq et vous voyez que faisaient les indices en général, le Nasdaq aussi, mais l'ensemble des indices avant les années 80, à partir des années 80, étaient dans une tendance bullish très marquée. Vous le voyez ici, on voit bien que les indices et le Nasdaq a marqué une accélération jusqu'en à peu près septembre 2000 ici sur le sommet. Voilà, ici, on est arrivé sur un sommet en septembre 2000. Qu'a fait l'or pendant cette période? Donc l'or, pendant cette période, donc entre ici les années 80 et ici les années 2000, on voit que l'or était dans une phase de consolidation. Ça veut dire quoi une phase de consolidation? Ça veut dire que ce n'est pas une phase baissière, c'est une phase durant laquelle le marché, l'or en l'occurrence, va marquer une temporisation. D'accord? Ici, on le voit très bien. On voit très bien cette zone de temporisation. À partir de quel moment on est sorti de cette zone de temporisation? Vous pouvez le voir ici. C'est quasiment à partir de, justement, des années 2000 que l'once d'or est sorti de sa phase de consolidation. Si je reviens sur le Nasdaq, on voit que le Nasdaq, lui, à partir des années 2000, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a entamé une baisse. D'accord? Globalement, si on fait bien attention, et je vous montrerai après pourquoi, en fait, le Nasdaq est rentré dans une phase à nouveau de consolidation. On pourrait éventuellement envisager le point bas ici, puisqu'effectivement, on n'est pas revenu sur un point bas là, mais au vu de la hausse poussive là et de l'accélération baissière ici, on a tendance à se dire que c'est à partir de là que le Nasdaq est reparti franchement à la hausse. On va regarder également sur le DAX et on voit de la même manière sur le DAX à plus long terme. On va observer à peu près la même chose, mais de façon sans doute un peu plus marquée encore ici. Voilà. On voit effectivement que jusqu'aux années 2000, le DAX était inscrit dans une tendance haussière pendant que l'or était en train de consolider. Et on voit ici que entre
voilà, on va dire à peu près dans cette phase, on voit que le DAX a marqué, comme l'ensemble des indices, une phase de consolidation. Ici, je voudrais également attirer votre attention sur autre chose. On peut parler de l'or comme valeur refuge sur des mouvements de long terme, sur ce que j'appelle des grandes phases de marché. Ça veut dire quoi? Phase de marché 80-2000, entre 1980 et 2000, l'or est en train de consolider pendant que les indices sont en pleine accélération. Ensuite, entre ici 2000 et là, exactement septembre 2011, pour être très précis, on a une once d'or qui est en pleine accélération. Vous le voyez, on a une accélération majeure. Pendant cette période, on voit que les indices, eux, ont consolidé, plus ou moins, c'est-à-dire ont marqué une phase de temporisation. Pour autant, et ça c'est ce qu'il faut retenir aussi, parce que parfois on me dit, oui, je comprends pas, l'or monte et les indices montent alors que l'or est une valeur refuge, etc. Il faut bien voir que dans la phase de consolidation, que ça soit ici sur le DAX, ici sur le Nasdaq ou même sur le CAC, pour ceux qui connaissent le CAC, on avait effectivement une alternance entre de fortes baisses, mais également des hausses assez vives. Ça veut dire que pendant cette phase de hausse, ici, vous aviez à la fois les indices qui montaient et l'or qui continuait de monter. Mais moi, là, ce qui m'intéresse, c'est la grande phase de marché. La grande phase de marché, elle me dit que pendant toute cette période de hausse, les indices ont, même si c'est sur une longue période, marqué une phase de temporisation. Qu'est-ce qui est très intéressant? Ce qui est très intéressant, c'est ce qui va nous arriver ici. Voilà, c'est qu'en fait, depuis cette période là, en fait, l'or est rentré à nouveau dans une phase de consolidation, c'est-à-dire une phase plane à l'intérieur, vous n'avez pas, à l'intérieur, de laquelle vous n'avez pas une tendance marquée. On a une première baisse ici, on est revenu taper le haut de la boîte et on voit que l'once d'or a échoué sur cette zone à 3 et même maintenant 4 reprises. Bon. Pourquoi je vous montre ça? Je vous montre ça parce que sur les grandes phases de marché, moi, j'ai toujours fait attention à ça. Et je me suis dit quoi? Je me suis dit, l'or, là, il reste dans une phase de consolidation marquée par une zone de résistance importante. Tant que cette résistance tient, ça veut dire que l'or n'est pas encore sorti de sa phase de temporisation. Ça veut dire qu'on va pouvoir, sur la grande phase de marché, continuer peut-être à avoir un peu de confiance sur les indices en se disant l'or n'a pas encore réussi à véritablement dépasser cette zone. Si l'or avait réussi à vraiment dépasser cette zone, peut-être qu'on aurait pu commencer à avoir un petit peu plus d'inquiétude sur les indices. Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Et là, pour le coup, on va revenir en daily sur le gold et après, je repasserai sur les indices. Voilà, il s'est passé qu'on a eu ce qu'on appelle un spike, d'accord? C'est quoi un spike? C'est typiquement ce genre de bougie. C'est à l'intérieur même d'une courte durée, et là, en l'occurrence, c'était en journalier, d'accord? C'est une bougie qui va accélérer très fort vers le haut pour finir par clôturer vers le bas, d'accord? Et on voit cette bougie est rouge, c'est-à-dire que c'était une bougie baissière. Pour moi, analyse technique, c'est un très mauvais signal pour ceux qui voudraient envisager une hausse de l'or à plus long terme. Moi, ce type de spike qui vient de surcroît buter sur une zone de résistance majeure, c'est-à-dire la zone des plus hauts, avec la réintégration ici de la zone en question, nous, on est passé short sur le gold pour tout vous dire, d'accord? Ce qui veut dire qu'on reste plutôt positif sur les indices. Voilà, donc j'espère que ce parallèle vous a paru quand même assez intéressant, parce que pour moi, il l'est. Il reste une dizaine de minutes. On m'a dit tout à l'heure de laisser un peu de temps pour répondre à des questions. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Si vous avez des questions quelconques sur ce que je vous ai dit, ou sur autre chose d'ailleurs, n'hésitez pas, c'est le moment. Si j'ai les réponses, je me ferai un plaisir de vous les apporter. Si je ne les ai pas, je me ferai un plaisir de ne pas vous les apporter. Alors, c'est maintenant qu'il faut y aller. Si personne ne m'écrit rien, je vais profiter des dernières minutes pour peut-être vous raconter d'autres choses. Mais je vous laisse peut-être une minute, le temps d'eux. Ça me permet de vous rappeler donc l'offre qu'on a mise en place avec XTB. Donc comme il vous le rappelle, donc les 10 premières ouvertures de compte recevront une formation spéciale. Donc c'est moi qui animerai cette formation, ou alors un membre de mon équipe, mais je serai en co-animateur de toute façon. Donc ça sera là pour le coup une formation beaucoup plus détaillée
qui prendra certainement plus de temps, dans laquelle vous pourrez apprendre pas mal de choses. Alors, serait-il possible d'introduire rapidement les vagues d'Elliott? Alors, oui, je vais te répondre. Alors, je vais te le faire très rapidement, hein, Cédric, parce que les vagues d'Elliott, c'est vraiment quelque chose de très dense. C'est quelque chose sur lequel je fais des formations parfois sur 2-3 jours pleins. Alors, c'est quoi les vagues d'Elliott? Elliott, donc, c'est un comptable qui était en place aux États-Unis. C'est un expert comptable qui travaillait au début du XXe siècle, dans les années 1900-1930. Donc, c'est quelqu'un qui a notamment connu la fameuse crise de 29. Et c'est quelqu'un qui a dû prendre une retraite anticipée à cause d'une maladie. Et il a consacré toute sa retraite à l'étude des graphiques. Il a pris 75 années de recul sur les indices américains et il a étudié des graphiques en permanence. D'accord ? En regardant ces graphiques, il a établi sa théorie et sa théorie dit que les graphiques évoluent selon des patterns qui sont amenés à se reproduire. Alors évidemment, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que vous allez prendre le schéma élliotiste de base et à partir de ce moment-là, pouvoir copier-coller ce schéma sur tous les graphes que vous allez voir. Mais il y a une chose de très intéressante en Elliott, c'est l'alternance des vagues. D'accord? L'alternance des vagues, c'est quoi? C'est que, comme par exemple ici sur le DAX, le Nasdaq, on voit qu'on a une forte vague haussière. D'accord? Ici, on a une vague baissière, mais cette vague baissière fait partie de la correction de la hausse précédente. Et Elliott s'est énormément intéressé à l'alternance des mouvements, des vagues, les unes par rapport aux autres, à savoir quand est-ce qu'on peut envisager un inversement de tendance et quand est-ce qu'on peut se dire qu'on est plutôt sur des corrections de tendance, etc. D'accord? Alors, Elliott, lui, a établi des mouvements de vagues et à chaque fois, en proportion à la vague impulsive précédente, la correction qui va venir derrière va corriger un mouvement précédent en notion de cycle, d'accord? Ce qui est très important quand on aborde les vagues d'Elliott et que je vous expliquerai dans l'information, c'est la notion de cycle. Un cycle, c'est quoi? C'est qu'on voit de là à là, par exemple, ici, sur le Nasdaq, on a eu une vague impulsive, d'accord? À l'intérieur de cette vague impulsive, on a des petites corrections, d'accord? Mais en notion de cycle elliotiste, la vague de hausse qui a démarré ici s'arrête là. Pourquoi? Parce que cette correction que vous avez ici est beaucoup plus importante que toutes celles que vous aviez auparavant. La nouvelle impulsion a lieu ici avant de marquer une nouvelle correction ici, etc. D'accord? Donc Elliott, lui, est parti de ce principe-là. Alors, excusez-moi, je suis en train de lire. La théorie de Do est connectée à la théorie d'Elliott. Oui, tout à fait. Alors, la théorie de Do, c'est quoi? Elliott s'est appuyé sur les travaux de Do, donc Charles Do est, comme son nom l'indique, l'un des deux cofondateurs du Dow Jones. Et Do avait mis en place une théorie, c'est qu'il disait quand on est dans la tendance, on doit faire des plus hauts de plus en plus haut. À partir du moment où on commence à ne plus faire des plus hauts, comme ici par exemple, de plus en plus haut, on peut commencer à s'inquiéter un petit peu et envisager éventuellement un retournement qui va être plus ou moins conséquent. Évidemment, nous, analystes techniques de longue date, on a énormément d'éléments pour essayer d'anticiper ou d'observer des retournements. On a ce qu'on appelle des figures de retournement, épaule, tête, épaule, diamant, double top, rounding top, etc. On a également parfois des divergences sur des indicateurs, donc on a divers éléments qui peuvent nous permettre de... Elliott s'est basé effectivement sur la théorie de Do pour mettre en place sa théorie elliotiste. Il faut savoir une chose, moi j'utilise Elliott, je suis un elliotiste convaincu, et ça fait maintenant 25 ans que je l'utilise, et que ça fonctionne toujours. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on est en 2023, et en fait, ce type, qui était un génie, il y a un siècle maintenant, a mis en place une théorie qui fonctionne aujourd'hui toujours. Alors, je vais essayer de vous dire rapidement pourquoi je pense qu'elle fonctionne, puisqu'on m'a posé des questions sur Elliott. Elliott a eu l'intelligence de se dire que les patterns qu'on retrouvait dans le marché étaient dus à ce qu'on appelle de la finance comportementale, c'est-à-dire que c'est quoi finalement un marché? Un marché, c'est un ensemble d'investisseurs qui vont... c'est en fait une lutte entre des acheteurs et des vendeurs. D'accord? Cette lutte, elle induit un biais psychologique. Et on le sait tous très bien. D'accord? C'est-à-dire qu'à partir de quand on va pouvoir avoir confiance dans la hausse, et inversement, à partir de quand on va pouvoir se dire ah bah tiens là, la hausse est peut-être terminée. Quand on commence une correction, quand est-ce qu'on va savoir si la correction va être majeure ou plus accentuée, etc. Donc Elliott, lui, est parti de ce principe
Et il a induit dans ses vagues, dans sa notion de vague, cette notion de, justement, de comportement psychologique des intervenants de marché. C'est pour ça qu'il dit, par exemple, que lorsque, comme vous le voyez ici, lorsqu'on redémarre un mouvement, bah, on fait une première vague de hausse. Vous voyez, ici, on a eu un bottom. Cette première vague de hausse a été retracée de façon assez agressive. Hein. On est quasiment revenu sur le plus bas. Par la suite, ici, on a eu une nouvelle vague de hausse avec un retracement un petit peu moindre par rapport à la droite précédente. Et ensuite, on a eu une plus forte accélération. Ça, c'est la notion de vague. Et Elliott l'explique de façon assez logique en disant, bah, c'est normal. Parce que quand vous êtes dans la réalité du marché, voilà, vous êtes là, vous savez jamais sur chaque rebond quand est-ce que votre marché va véritablement repartir. Donc, les corrections derrière sont un petit peu plus agressives parce que le marché est encore en train de se chercher. D'accord ? Et puis finalement, petit à petit, ici, les acheteurs reviennent, reprennent un petit peu la main. Et à partir du moment où ils commencent à reprendre la main, vous avez une accélération parce que la confiance des intervenants de marché est revenue dans le marché. L'achat entraîne la hausse, etc. Et vous avez donc le phénomène boule de neige qui fait que on retrouve une impulsion. Et ça, Elliott l'a très bien expliqué dans sa théorie. Et il a expliqué non seulement ça, mais énormément de choses. D'accord ? Pourquoi les wedges étaient des figures de retournement, pourquoi les triangles étaient des figures de continuation, etc. Bon, là, il ne nous reste évidemment pas suffisamment de temps pour que je vous parle de tout ça. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, ma vision en Elliott, ici, par exemple, sur le Nasdaq, bah, pour moi, elle est encore bullish. Parce que si je fais des décomptes, quoi qu'il arrive, il va me manquer au moins une vague de hausse. C'est la raison pour laquelle je pense que le plus haut historique sur les indices américains, qui est en train de se rapprocher hein, sur chacun des indices, je ne suis pas persuadé qu'il fasse office de résistance suffisamment importante. Attention, hein, on peut très bien s'en rapprocher et peut-être corriger un petit peu, mais je pense que on finira par le dépasser. D'ailleurs, on l'a vu sur le DAX. Hein, le DAX a fait plusieurs tentatives de dépasser ici hein, sa zone de résistance majeure sur ses plus hauts historiques. À partir de là, on le voit, voilà, ici. Et puis finalement, là, il est venu vraiment s'en affranchir. D'accord ? Donc effectivement, ici, il a eu un peu d'hésitation, il a marqué une phase de correction. À la sortie de ce drapeau, il a à nouveau marqué une phase d'accélération haussière. Alors, je ne vais pas avoir le temps hein, d'appréhender les figures harmoniques. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans la théorie que j'utilise, les figures de continuation les plus fortes, c'est les drapeaux, comme je les ai montrés, et les triangles. On n'a pas pu voir un triangle ici, parce qu'il n'y en a pas de trait marqué sur les indices qu'on était censé aborder. Mais les triangles et les drapeaux sont vraiment les figures de continuation les plus fortes. Les overlaps sont des niveaux extrêmement forts aussi quand vous arrivez à les appréhender. Je pense par exemple qu'on en a peut-être un là, je vais regarder ici. Voilà, ici vous voyez, cette zone de résistance-là, une fois qu'elle a été dépassée, bah, le marché est venu s'appuyer dessus une première fois ici, une deuxième fois ici. Vous voyez, ces bornes de polarité sont des niveaux quand même très très forts. Et quand on arrive à les comprendre, et d'ailleurs, pour ceux qui pourraient bénéficier de la formation en Elliott avec moi, bah, on regardera évidemment les overlaps parce que Elliott a énormément utilisé ce type de niveau. Alors oui, il faut effectivement 3 points de contact. À partir de ton 3e point de contact, tu peux envisager, hein, je dis bien envisager, d'être en présence d'une ligne de tendance. Bah, tout simplement parce que sur 2 points, comme je t'ai dit, par 2 points, tu vas toujours avoir une droite. À partir du moment où tu as un 3e point, là, tu vas commencer à te dire, bon, ça devient intéressant. Après, si tu as un 4e point, un 5e, etc., bah là, ça va être de plus en plus intéressant. Et ça va être intéressant de quelle manière D'abord, bah, quand tu vas observer par exemple une droite de résistance, à chaque fois que tu vas t'approcher de cette droite, qu'est-ce que tu vas faire ? Bah, tu vas être prudent. Être prudent, ça ne veut pas dire que tu vas forcément devoir revendre tout de suite dès qu'on va tester la droite. Tu vas attendre le test de la droite, et si tu vois que le marché commence à corriger un petit peu, bah là, tu vas te dire, bon, c'est pas très bon signe, je vais peut-être prendre des bénéfices, m'alléger, etc., revendre. Alors que si jamais tu vois qu'à l'approche de la droite est transpercée, comme ici, bah là, au contraire, comme tu avais observé une droite importante, le dépassement de cette droite va te donner une confiance. Et donc, au lieu de t'alléger, bah, tu vas te renforcer parce que tu vas te dire, bah là, non, j'ai des chances d'avoir une accélération importante. En plus, ici, tu vois, on a eu ce qu'on appelle un petit pullback, c'est-à-dire qu'on a dépassé la droite, on est venu et on n'a pas réussi à réintégrer la droite, d'accord ? Et là, ici, les pullbacks, ce sont vraiment, pour moi, des points très intéressants. C'est-à-dire qu'en général, moi, quand j'ai un dépassement de figure
bah, ça me donne un peu de confiance, je vais investir. Et après, sur un pullback, bah, je vais augmenter ma taille parce que le pullback va me donner encore plus de confiance sur le directionnel de l'actif que je suis en train de regarder. Alors, où peut-on en apprendre où peut-on apprendre Elliott? Alors, Elliott, tu vas avoir plusieurs manières de l'apprendre. Bah, tu peux faire une formation avec moi. Et puis, tu peux avoir ce livre-là, qui est une des bibles, voilà, d'Elliott. Alors, Prechter, donc Prechter a repris le principe des vagues d'Elliott. Ce bouquin, c'est une des bibles des Elliotistes, d'accord? Là, je vous le montre. Je pourrais vous donner le nom pour ceux que ça intéresse. Il faut savoir une chose, c'est que le pauvre Elliott, qu'est-ce qui lui est arrivé? À l'issue de ses travaux qu'il avait quand même mis un certain temps à mettre en place et de sa théorie, qui était quand même une théorie brillante, on est tombé en plein dans la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, vous doutez bien que pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui intéressait les gens, c'était pas forcément de savoir ce qu'allaient faire les marchés boursiers ou de s'intéresser à ce genre de configuration. Donc Prechter, lui, a ressorti en fait la théorie d'Elliott et l'a remis vraiment au goût du jour. Et c'est peut-être lui qui a permis de la populariser un peu mieux. C'est pour ça que ce livre que je vous ai montré est une des bibles. Voilà. Maintenant, pour le reste, voilà, moi, je fais une formation en Elliott qui est quand même assez poussée. Je suis certainement pas le seul à en faire. Donc moi, je n'ai jamais poussé à la consommation. Mais là, on vous l'a dit, les 10 premiers comptes ouverts chez XTB bénéficieront d'une formation avec moi. Et par la suite, ceux que ça peut intéresser, vous pouvez ne pas hésiter à me contacter. Je pense qu'on vous a mis tous les liens, etc., toutes les infos qu'il fallait dans le chat. J'attends souvent le pullback, mais il ne vient pas. Ah oui, alors ça, oui, je vais te dire. Alors ça, je vais te dire. Ça, c'est important. Je vais répondre juste à cette dernière remarque. Et alors, d'abord, pour que vous compreniez bien ce que c'est qu'un pullback, c'est ce qu'on voit ici, d'accord? C'est lorsqu'on dépasse un niveau de résistance, on peut venir le tester avant de repartir. Ce que LP nous dit là, c'est qu'il dit j'attends souvent le pullback, mais il ne vient pas toujours. Là, il va y avoir 3 façons, notamment, de gérer ce genre de situation. Vous allez avoir, par exemple, lorsque vous êtes dans une figure de continuation, ici, sur un drapeau, il y a les 3 façons suivantes. Il y a ce qu'on appelle le trading agressif, qui est un peu le mien, parce que j'ai confiance quand même dans mon approche technique. Le trading agressif, c'est de rentrer en position à l'intérieur même de la figure, parce qu'on sait que la figure va donner suite à une continuation. L'avantage, c'est quoi? C'est qu'on rentre un peu dans des prix optimaux, d'accord? Le désavantage, c'est qu'on peut se tromper. Comme je vous l'ai dit, il n'y a jamais 100% de chance qu'une figure, même de continuation, fonctionne dans le bon sens. Après, vous avez le modéré. Le modéré, il va attendre la cassure de la figure pour entrer en position. D'accord? Son désavantage, c'est qu'il va acheter un prix plus fort. Son avantage, c'est qu'il va avoir validé la sortie de la figure et il va peut-être pouvoir avoir un peu plus de confiance dans le scénario. Et le troisième, c'est pour ça que je te réponds comme ça, LP, le troisième, c'est celui qui va attendre la cassure, mais également le pullback derrière, pour avoir un peu plus de confiance. Son avantage à lui, c'est que il va certainement, en termes de confiance dans son directionnel, être celui qui aura le plus de confiance parce qu'il a non seulement attendu la cassure, mais en plus le pullback. Son désavantage, LP, là c'est là-dessus que je te rejoins, c'est qu'il n'y a pas toujours un pullback. Vous voyez ici, par exemple, on est largement sorti de notre drapeau et on est sorti en ligne droite. On n'a jamais fait de pullback. Ça, pour le coup, moi, j'ai pas de conseil à vous donner. C'est en fonction de votre profil. Si vous êtes très sécuritaire, peut-être attendez le pullback. Si vous êtes modéré, attendez la cassure. Et si, comme moi, vous êtes un peu plus agressif, vous pouvez vous dire, je vais intervenir à l'intérieur même de la figure. Voilà. Bon, écoutez, je pense que l'heure est passée. Ouais, alors là, le crabe, le papillon. Alors moi, je vais te dire, je connais pas toutes les figures chartistes et j'ai jamais entendu parler du papillon ni de la chauve-souris. Maintenant, je sais qu'il y a énormément de figures, que souvent leur nom correspond à justement une image, mais là, pour le coup, moi, le crabe, le papillon, la chauve-souris, je pourrais pas te dire. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a été intéressant. En 1 heure, évidemment, on peut pas tout approfondir. Je pense que par la suite, vous pouvez voir avec XTB. Si certains ont besoin de s'adresser à moi directement, je vais vous laisser quand même un mail là dans le chat, qui est le mail générique, voilà, dans lequel il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Donc ça, c'est le mail de Texpert. Pour tout le reste, vous avez les coordonnées d'XTB.
Et ben, n'hésitez pas, hein, ceux qui n'ont pas encore ouvert un compte. Vous voyez, Xstation, c'est quand même une plateforme très facile d'utilisation, puisque moi, je l'ai apprise très récemment, et vous voyez quand même qu'assez rapidement, on peut s'en servir pour étudier les graphiques. Vous avez les diverses unités de temps, vous pouvez tracer pas mal de choses, les ratios de Fibo, etc. Voilà. Alors ça, en revanche, il faut voir avec XTB. Ça, c'est pas moi qui vais vous dire, parce que LP me dit comment bénéficier de votre formation si on a déjà un compte. Je sais pas si on a prévu une offre dans ce sens-là, pour ceux qui ont déjà un compte chez XTB. Mais moi, par la suite, pour ceux qui ont assisté au webinaire, ce que je peux faire, c'est ceux qui ont un compte chez XTB déjà, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse que je vous ai laissée en me disant que vous pourriez être intéressé par cette formation, et je pourrais peut-être vous faire une formation avec un code promo privilégié en fonction de vos demandes et de vos attentes. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, bonne continuation. Je vous l'ai dit, l'analyse technique est une discipline qui fonctionne très bien. Donc moi, je vous invite à essayer de l'appréhender, pour certains d'entre vous qui la connaissent déjà, approfondir, etc. Parce que moi, c'est là-dessus que je fais mon trading. Et je peux vous dire que là, notamment depuis 2 mois, on a un taux de réussite qui est quand même très élevé. Tout ça calqué essentiellement sur de l'analyse graphique. Bien, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je ne sais pas si quelqu'un d'XTB veut prendre la parole avant que je clôture. Sinon, je pense que je vais tout simplement quitter la présentation. Voilà, oui, effectivement, on vous souhaite donc de la part de l'équipe d'XTB, mais également de la part de l'équipe de TechExpert. Donc, on vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d'année, un joli rallye pour terminer, et puis pourquoi pas une année 2024 assez fructueuse, puisque comme je vous l'ai dit, moi j'ai plutôt l'impression que ça va quand même bien se poursuivre pour l'instant. Bonne soirée à tout le monde, et écoutez, peut-être à bientôt, hein. Je pense qu'avec mon partenaire, il y a des chances qu'on remette des webinaires de cet ordre-là en place ensemble.